Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition 2020 du bal des étudiants communistes organisé donc par l'UEC et Clarté, qui prend cette année une forme un peu particulière au vu de la crise sanitaire, mais on a fait le choix de quand même le maintenir et de faire un temps politique fort. Donc on va être ensemble pendant les 12 prochaines heures. Avec une programmation assez importante. Donc on va commencer avec un temps sur la conférence nationale que je présenterai juste après. Ensuite, on aura à 11h un temps sur les violences racistes dans la police avec Ilham Mahad, qui est la productrice du podcast d'Arte Gardien de la Paix, qui revient sur le racisme dans la police. Autour de 12h30, on aura un temps sur les centenaires des étudiants et étudiantes communistes avec Guillaume Roubaud-Kouachi, qui vient juste d'obtenir son doctorat en histoire sur l'histoire des jeunesses communistes, et avec Jean-Yves Mollier, qui est également historien. 13h40, on sera avec Aurélien Castas, c'est un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Le salaire étudiant, financement et démocratisation des études. Donc on va revenir avec lui sur les enjeux d'un salaire étudiant. On aura un deuxième temps sur la conférence nationale à 15h avec un podcast d'une heure sur les batailles à mener pour les étudiantes et les étudiants, avec en intervention Abika qui est étudiante et conseillère municipale à Montreuil, Laurence Cohen qui est sénatrice du Val-de-Marne, Jean-Noël Acquois qui est physicien et conseiller de Paris, et Nadège Magnon qui est avocate et aussi membre de l'association France-Palestine Solidarité. À 16h, on sera avec des étudiantes et des étudiants en santé qui ont été mobilisés pendant la crise sanitaire et qui vont nous parler de leurs conditions d'études et également de comment le gouvernement a géré la crise pour ces étudiants et étudiantes-là. À 17h30, on aura un temps sur la solidarité internationale et sur les mouvements étudiants révolutionnaires dans le monde, avec Rosa Moussaoui, qui est journaliste à l'Humanité, et Lydia Samarbach, qui est membre de la commission internationale du Parti communiste français. Ensuite, à 18h43-45, on aura un temps sur la reconnaissance de nos études, donc autour de étudier, c'est travailler. Et on finira sur féminisme et rap avec Punchline à 20h pour le dernier temps. Et donc on va commencer maintenant avec la conférence nationale, qui est un temps fort pour les étudiantes et les étudiants communistes, et qui va nous permettre notamment de mener des réflexions sur ce que c'est qu'étudier aujourd'hui, sur ce que c'est que l'enseignement supérieur, et sur quel programme surtout, quelles idées on veut porter pour l'enseignement supérieur. Donc là je suis avec Anaïs Flé, secrétaire nationale de l'Union des étudiants et étudiantes communistes. Donc Anaïs, pourquoi on a décidé de commencer par ce temps-là sur la conférence nationale en particulier ? Merci Lola pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents sur le live de Si Bon Matin. Du coup, bonne question. On a décidé de commencer cette grande journée de débat et de discussion autour de la conférence nationale 2020 des étudiants communistes. Du coup, elle sera organisée en octobre. La conférence nationale, c'est quoi ? C'est un temps où les étudiants communistes de toute la France se réunissent pour discuter, échanger, débattre, se retrouver dans un grand temps national de débat et de prise de décision. Cette année, la conférence nationale aura un enjeu assez fort, parce qu'on se trouve dans une période politique assez historique sur plein d'aspects. Bon, déjà, bien sûr, on sort de la période on est encore à l'intérieur, même si on a l'impression d'en sortir. Donc cette période de pandémie du Covid-19 qui a été un événement assez inédit à l'échelle du globe, et qui pose énormément de questions sur les politiques sanitaires et de pandémie dans les prochaines années, puisque ce qu'on a compris suite à cette pandémie, c'est que avec les dérèglements climatiques, avec le changement écologique, on va être amené dans les années à venir à rencontrer de plus en plus de périodes comme ça de pandémie, et qu'il va falloir socialement les traiter et réussir à s'organiser en société malgré ces
grands changements climatiques et également bien sûr faire en sorte que ces changements climatiques soient les moins dévastateurs possibles. Et donc cette période de pandémie, non seulement elle soulève tout un tas de questions sociales, sanitaires, etc., mais également elle soulève d'autant plus l'urgence de s'organiser autrement, d'avoir un autre modèle de société. Bien sûr, pour le climat, mais aussi vu la crise sociale et sanitaire que cette pandémie a occasionné, vu les mobilisations du personnel soignant, etc., pour aussi revendiquer que le travail du personnel soignant, le travail du personnel d'entretien, etc., tout ce travail qui est invisible et pas forcément reconnu, le soit et soit également rémunéré à la hauteur de ce travail-là. Donc on est dans une période de crise sociale, sanitaire, climatique, donc historique et inédite. Parallèlement à ça, on est dans une période où de plus en plus on sent un autoritarisme assumé du gouvernement. Là, on l'a vu avec le remaniement ministériel du nouveau Premier ministre Jean Castex. Voilà, le message qui est renvoyé à toutes les couches de la population mobilisée pendant la crise du Covid et y compris dans les mobilisations sociales, c'est assez clair, c'est Macron qui se place comme l'homme d'État des réactionnaires et de celles et ceux qui veulent retrouver leurs privilèges face aux mobilisations antiracistes, face aux mobilisations féministes, face aux mobilisations pour le climat et pour la justice sociale. Et le caractère dangereux de ce remaniement, il est non seulement d'un point de vue social, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette pandémie où on a compris que du coup l'urgence climatique ça veut dire beaucoup de choses et ça veut aussi dire des pandémies comme celles qu'on a connues qui vont se multiplier. Mais du coup, ce que le gouvernement dit face à ça, c'est non, retour à la normale, on va faire comme avant, on va retourner on va continuer à produire comme si de rien n'était pour retrouver le taux de croissance qu'on avait auparavant, etc. Donc bien sûr, la crise du Covid, elle a été désastreuse pour les travailleurs et les travailleuses, des entreprises qui ont fait faillite, des gens qui se sont retrouvés au chômage. Bien sûr, c'est terrible et il faut trouver des solutions pour que les travailleurs et les travailleuses ne se retrouvent pas dans la misère à cause de la crise climatique et des pandémies qu'elle entraîne. Mais d'un autre côté, ce qu'on comprend, c'est que plus on met des sous dans la machine à détruire la planète, plus on va se retrouver dans des crises comme ça. Donc on est dans une période vraiment de tension sociale qui se cristallise autour de plus en plus de grands enjeux majeurs, donc climat, enjeux sociaux, enjeux féministes, enjeux antiracistes, la question de la démocratie et de l'autoritarisme montant de l'État. Et donc tout ça, ça nous place dans un moment historique assez majeur, où en gros la question qui est posée aux forces progressistes, aux forces révolutionnaires qui veulent changer de monde, et qui se disent que y a un autre avenir qui est possible pour l'humanité et qu'il faut le construire aujourd'hui. D'autant plus à la suite de ce remaniement ministériel qui nous annonce la couleur pour les années à venir, c'est donc cette question qu'on doit se poser, c'est si on veut un avenir pour l'humanité, comment on fait pour vaincre Macron, quoi. Parce que voilà, comme je disais, il se place comme l'homme d'État de tous celles et ceux qui veulent revenir à un monde antérieur, qui veulent rétablir leurs privilèges, parce que les féministes, il faut qu'elles se taisent, quoi, les antiracistes, pareil. Et donc Macron, il se place comme l'homme d'État de tous ces gens-là. Et nous, comment on fait pour qu'ils perdent et que ce soit les forces de progrès et les forces révolutionnaires qui gagnent. Donc, bien sûr, il y a déjà des forces qui sont engagées dans la lutte. Bien sûr, le mouvement social traditionnel, le mouvement pour les retraites, le mouvement des Gilets jaunes également, qui se retrouve quand même dans la continuité, même si ça se fait dans des formes différentes, qui se trouvent dans la continuité du mouvement social historique, le mouvement pour les retraites, etc. Donc tout ce pan de la mobilisation sociale qui se retrouve autour de mots d'ordre qui sont assez historiques, pour la justice sociale, pour l'égalité, pour la reconnaissance du travail de toutes et tous, pour l'augmentation des salaires, pour la réduction de la journée de travail, etc. etc. Donc tout ce pan du mouvement social.
Plus récemment, dans ce mouvement social, avec la crise sanitaire, il y a eu tout le personnel de santé qui s'est engagé aussi dans la lutte pour, d'une part, reconnaître leur travail qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. C'est aussi une majorité de femmes, d'aides-soignantes, d'infirmières, etc. Mais aussi les femmes personnelles d'entretien. Par exemple, je pense aux femmes mobilisées de l'hôtel Ibis. Donc voilà, tous ces travailleurs et toutes ces petites mains, entre guillemets, qui sont utiles à ce que notre société tourne, quoi, parce que elles nous soignent, parce que ils font en sorte qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions, etc. Tout ce pan du monde du travail se lève pour dire voilà, il faut reconnaître notre utilité sociale. Et aussi, je pense qu'il y a l'enjeu de dire il y a aussi une autre dimension, c'est de dire voilà, tout ce qu'on nous vend comme étant le travail le plus respectable, le plus productif, etc. Au final, c'est pas forcément celui qui est le plus nécessaire. Voilà, quand on nous dit voilà, les premiers de cordée qui permettent qu'il y ait une croissance économique, etc., en fait, peut-être que c'est les travailleurs et travailleuses qui sont les moins reconnus, qui sont les plus essentiels en fait, à notre société. Et donc, il y a aussi un retournement des valeurs, de la valeur du travail qui s'opère avec ces mobilisations-là, et donc c'est vachement intéressant. Bien sûr, il y a les féministes qui sont mobilisées depuis des mois, depuis des années, avec une mobilisation qui a pris un nouveau tourment après MeToo, après les mobilisations des femmes qui dénonçaient les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la culture, et puis après ça s'est propagé plus largement. Mouvement féministe qui se prend quand même un sacré stop de la part de Macron avec son remaniement ministériel, avec d'un côté Darmanin qui est élu ministre de l'Intérieur, et de l'autre un juge Dupond-Moretti, un avocat Dupond-Moretti qui, certes, c'est le droit de chaque citoyen français d'avoir droit à de la défense, quoi. Donc, bien sûr, il faut des avocats pour les agresseurs sexuels, mais ça pose quand même question que le ministre de la Justice soit quelqu'un qui défend des violeurs, quoi. Même si, bien sûr, chacune a droit à de la défense. C'est un choix politique de mettre ce genre d'avocat à un poste tel que celui de ministre de la Justice. Bien sûr, les mobilisations antiracistes aussi sont pleinement engagées dans la lutte, d'ailleurs d'une manière très intéressante, puisque Assa Traoré, avec son comité pour la justice et la vérité pour Adama, se place vraiment dans une position d'alliance, quoi, avec les gilets jaunes, avec les féministes, avec toutes les franges engagées dans la mobilisation. Alors que voilà, au début, en 2016, quand la mobilisation du comité Adama a commencé, et c'est totalement normal, quoi. C'était des mobilisations plutôt à l'échelle des quartiers populaires, dans les quartiers où il y a eu des victimes de violences policières. Et c'est logique, puisque c'est leurs amis, leurs familles qui se mobilisent pour obtenir vérité et justice. Bien sûr, de nombreux militants ont appuyé ces dernières années ces mobilisations, mais aujourd'hui, elles prennent un tournant historique. Non seulement dans leur ampleur, mais aussi dans les mots d'ordre qu'ils emploient, puisque Assa Traoré, elle disait « Nous sommes l'avenir de la France, nous voulons construire l'avenir de la France », et c'est très intéressant, puisque ça permet aussi de faire le lien avec les autres mobilisations sociales qui disent aussi « On veut construire l'avenir de la France, et nous sommes les travailleurs et les travailleuses, les jeunes qui veulent construire l'avenir ». Et bien sûr, en dernière force déjà engagée dans la lutte, il y en a d'autres, mais j'essaie de parler des principales, le mouvement pour le climat. D'ailleurs, c'était intéressant aussi, Assa Traoré, le comité pour justice et vérité pour Adama avait sorti un visuel qui mettait en relation les marches pour le climat et les mobilisations antiracistes, en disant voilà, on étouffe, mobilisons-nous ensemble. Je me souviens plus exactement du visuel, quoi, mais c'était à peu près l'idée. Et ça aussi, c'est très intéressant. En fait, ce qu'on voit, c'est que il y a toute une partie du mouvement social dans toutes ses composantes qui, de manière de plus en plus majoritaire, peut s'allier autour de mots d'ordre communs pour l'égalité civique, pour la justice sociale, pour les libertés démocratiques, et cette grande alliance qui
peut aujourd'hui voir le jour, elle peut être salvatrice, quoi, quand on voit la crise dans laquelle notre société est, et quand on voit les défis qu'on a à relever. Donc voilà, donc c'est un peu le paysage dans lequel on se trouve. Et dans ce paysage-là, les étudiants, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une grande partie d'étudiants dans les mouvements sociaux dont je viens de parler, notamment dans les mobilisations féministes, antiracistes, dans le mouvement pour le climat. D'ailleurs, c'est des mobilisations qui sont en grande partie étudiantes, quoi. Enfin, bien sûr, le mouvement féministe, c'est beaucoup plus large, mais notamment dans les mobilisations, enfin les manifestations pour vérité et justice pour Adama, il y avait quand même une grande partie d'étudiants des quartiers populaires, et dans le mouvement pour le climat aussi des étudiants, mais du coup moins des quartiers populaires et davantage des milieux un peu plus aisés. Mais du coup, on voit que mouvement féministe, mouvement antiraciste, mouvement pour le climat, ça permet de rattacher un peu toutes les franges du milieu étudiant qui sont mobilisées pour changer le monde, quoi. Mais par ailleurs, ils sont quand même... Enfin, ce qu'on a constaté, c'est que dans les mobilisations contre la réforme de la retraite, dans la mobilisation des Gilets jaunes, dans le mouvement social traditionnel, les étudiants sont quand même assez largement absents. Y compris dans des mobilisations qui les concernent directement, qui concernent directement l'enseignement supérieur, comme par exemple récemment la mobilisation du personnel universitaire contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, où les étudiants étaient quand même cruellement absents malgré tous les efforts du personnel universitaire pour faire que les étudiants se joignent à leur mobilisation. Et y compris dans les mobilisations où les étudiants sont présents, donc avec les féministes, avec les antiracistes, dans le mouvement pour le climat. Cette participation au mouvement social se fait de manière assez désorganisée, quoi. C'est vraiment sur des choix individuels, quoi. Il y a des groupes de potes qui vont en manif, souvent pour la première fois d'ailleurs, et y compris sans mot d'ordre commun, si ce n'est ceux des organisateurs des mobilisations. Donc il y a les mots d'ordre du comité Adama, il y a les mots d'ordre de Youth for Climate, il y a les mots d'ordre de Nous Toutes, par exemple, pour la mobilisation féministe, et c'est très bien, et c'est génial qu'il y ait ces organisations, quoi, concrètement, qui structurent les mobilisations sociales, mais il n'y a pas de mot d'ordre pour rattacher tout ça, quoi. Il n'y a pas de continuité entre toutes ces mobilisations. Donc... Et comment tu expliques du coup cette contradiction entre des étudiants qui sont à la fois décisifs dans les mobilisations, mais absents quand ça les concerne directement? Déjà, il y a la problématique des organisations étudiantes. Il n'y a plus de structuration comme il y a pu y avoir. Enfin, je dirais que les organisations étudiantes historiques, syndicats étudiants, etc., UNEF, voilà, tout ça, étaient encore fortes au moment des mobilisations contre la loi travail. C'est aussi, un peu les derniers moments où on avait des manifestations avec des gros cortèges étudiants jeunes, qui pouvaient rassembler des milliers de jeunes, quoi. Aujourd'hui, on est dans un enseignement supérieur qui est à la fois désorganisé et aussi assez décomposé politiquement, quoi. Il y a pas de... en gros, t'as pas une majorité idéologique, quoi, d'un truc qui rassemble tous les étudiants autour de mots d'ordre commun. Et par ailleurs, il y a les modes d'organisation des étudiants sont plus les mêmes qu'il y a une dizaine d'années. Pas dans le sens où ils ont été totalement révolutionnés, hein, bien sûr. En fait, tu sais aujourd'hui que si tu veux te mobiliser, faut aller en manif, oui. Les choses n'ont pas changé à ce point. Par contre, d'une part, les gens ils vont de plus en plus en s'informant sur les réseaux sociaux et du coup en se mobilisant avec leurs potes et tout, mais en y allant de manière individuelle. Et par ailleurs, en se mobilisant
dans des structures, des associations, etc., plutôt dans leur quartier, près de chez eux, quoi, que sur leur fac. Et plutôt dans une perspective, voilà, un peu de donner un sens à sa vie, quoi. Voilà, je veux changer le monde. Je vois que l'avenir qui m'est promis est plutôt dystopique, quoi. Enfin, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses là, concrètement, tout de suite. Donc, à mon avis, ce qui manque aux étudiants, la chose la plus qui fait le plus cruellement défaut, c'est un chemin qui soit proposé aux étudiants pour dire, voilà, si tu veux participer à changer les choses sur ton campus, quoi, si tu veux participer à changer le monde, c'est comme ça que tu peux agir sur ta fac, c'est comme ça que tu peux faire avancer les choses, et puis y compris, c'est comme ça que toi aussi tu peux évoluer, grandir sur ces questions-là, et devenir toi aussi un pilier, un révolutionnaire, quoi, quelqu'un qui peut participer à structurer la lutte, et c'est l'objectif que se donne l'UEC également. Et c'est l'objectif notamment qu'on se donne pour notre campagne de rentrée, donc, du coup, notre campagne de rentrée pour septembre, c'est de dire, voilà, que chaque étudiant ou chaque étudiante qui se dise, voilà, moi je veux changer les choses, je veux changer le monde, l'avenir tel qu'il est dépeint, c'est pas possible, et j'ai envie de participer, quoi. Qui puisse se dire, ok, d'accord, c'est avec l'UEC, si je suis féministe, en gros, si je suis antiraciste, si je suis pour le climat, si je suis pour la justice sociale, je sais que c'est avec l'UEC que je peux m'engager pour changer les choses. La question qui se pose pour l'avenir, si le cœur des mobilisations, c'est le monde du travail, les étudiants, ils ont quand même toujours un rôle assez décisif dans ces mobilisations. On pense à mai 68, mais voilà, les étudiants, même s'ils ne sont pas le cœur des mobilisations, et forcément, puisque c'est dans le monde du travail que partent les mobilisations, je me répète, mais voilà, les étudiants ont toujours un rôle très, très décisif. Enfin, en tout cas, ils ont toujours ce potentiel-là. Et s'ils ne prennent pas ce rôle, c'est ça aussi que perd le mouvement social. Donc, la première question à se poser, c'est comment les étudiants peuvent joindre leurs forces à l'alliance historique qui se développe là, entre du coup le mouvement social, les antiracistes, les féministes, le mouvement pour le climat. Pour vaincre Macron, comment les étudiants ils peuvent rejoindre ce mouvement-là? C'est la question qu'on doit se poser, et du coup c'est aussi la question avec laquelle la question qu'il faut qu'on ait à l'esprit pour préparer toutes nos actions sur les campus. Et c'est seulement à partir de cette question-là, une fois qu'on a répondu à cette question, qu'on peut du coup se dire, bon d'accord, c'est comme ça. Voilà la campagne qu'on peut mener pour vaincre Macron en 2022, et voilà les chantiers qui sont à mener au sein de l'UEC pour qu'on puisse mener ce travail. Mais voilà, à mon avis, la question essentielle qu'il faut qu'on ait à l'esprit, si on veut être à la hauteur du moment historique dans lequel on se trouve, c'est comment on fait pour que les étudiants joignent leurs forces à la mobilisation sociale et à l'alliance majoritaire qui se dessine. On a parlé un peu rapidement de la LPPR, donc la loi programmation pluriannuelle de la recherche, qui est il y a une mobilisation qui est encore en cours depuis plusieurs mois, qui va reprendre à la rentrée plutôt intensivement. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce projet et les enjeux que ça porte, le projet qui est porté par le gouvernement Ouais. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une mobilisation dans laquelle les étudiants n'ont pas été très présents, quoi, parce que c'était surtout le personnel universitaire qui était mobilisé à ce moment-là. Cependant, donc la LPPR, donc, est un projet de réforme de la recherche. Elle va donc le débat a été décalé suite au coronavirus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à la rentrée, forcément, le débat va revenir sur les facs. Et du coup, il y aura aussi l'enjeu de construire une alliance aussi entre les étudiants et le personnel universitaire, puisque le personnel universitaire seul n'aura pas les forces, quoi, de dire stop à cette réforme. Et donc, il faut que les étudiants se montrent solidaires de leurs profs, de leurs chargés TD, etc. La réforme en tant que telle, c'est une réforme qui vise à
casser en gros le statut des enseignants-chercheurs et des chercheurs, à faire fonctionner la recherche de plus en plus sur un modèle de un contrat égale une mission de recherche, quoi, qui dure quelques années, et puis et voilà, donc tu as une sécurité du parcours de chercheur qui sera aussi bien comment dire, qui sera atteinte, quoi, qui sera mise à mal. Donc voilà, d'une part ça, d'autre part une mise en concurrence accrue entre les différentes instances du monde universitaire, donc entre d'une part les chercheurs, mais aussi entre les UFR, entre les laboratoires de recherche, entre les laboratoires privés, les laboratoires publics, avec bien sûr derrière l'objectif de renforcer la recherche privée par rapport à la recherche publique. Également, bien sûr, le fait de donner encore plus la responsabilité aux chercheurs, chercheuses de chercher des financements, de faire la course au financement, aux laboratoires qui pourront les embaucher, etc. Donc, en gros, de rendre encore plus difficile le travail du personnel de recherche, le rendre encore plus administratif, genre alourdir toutes les tâches administratives du personnel de recherche pour faire des économies, hein, concrètement, pour que ce soit les chercheurs et les chercheuses qui soient chargés de faire ce travail-là. Et avec une sécurité des postes qui sera totalement réduite et du coup avec une mise en concurrence entre les chercheurs-chercheuses, puisque du coup tu vas te battre pour un poste encore plus que ce qui se fait aujourd'hui. Et donc cette réforme elle est catastrophique parce que en fait ce qui en ressort, en gros, c'est on va empêcher les chercheurs et les chercheuses de faire leur travail correctement, quoi. Ça va être un stress énorme. Enfin voilà, si tu galères avec toutes tes démarches administratives à la place de faire tes enquêtes de terrain, faire ton travail scientifique, forcément, d'une part, ton travail va être de moins bonne qualité que si tu avais pu mettre tous tes efforts et toutes tes forces sur ton travail. Donc c'est dévalorisant, quoi. Non seulement pour le travail, mais aussi pour les chercheurs et les chercheuses. Mais aussi, c'est grave, vu du coup, le contexte politique dans lequel on se trouve, puisque aujourd'hui, quand même, ce qu'on comprend plutôt, c'est que il faudrait plutôt libérer le travail des chercheurs et des chercheuses, il faudrait plutôt libérer le travail des scientifiques, plutôt que augmenter la concurrence entre chercheurs, chercheuses, laboratoires, etc. Il faudrait plutôt s'orienter vers un modèle de coopération scientifique démocratique où le personnel de recherche ait la maîtrise de leur travail, mais aussi un modèle de coopération scientifique qui soit international. Et ça, c'est c'est des enjeux qui sont rendus encore plus compliqués à atteindre, quoi. Enfin, des objectifs qui sont devenus encore plus compliqués à atteindre avec cette réforme-là. D'autant plus mise en lien avec la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, parce que du coup, les doctorants aujourd'hui sont aussi en grande partie des étudiants étrangers. Et donc, on va encore plus fermer la recherche française entre ces deux réformes-là, quoi. Et aussi, ce qui est écrit sur le papier de la LPPR, c'est une ouverture vers des financements privés de la recherche. Or, y compris notamment la crise climatique, elle prouve, et la crise sanitaire, qu'on a dangereusement besoin d'une recherche publique qui soit financée, qui soit d'une recherche publique. Mais ça s'inscrit aussi dans la continuité et de la loi LRU sur l'autonomie des universités et de la loi orientation et réussite des étudiants ORE de 2017, qui a notamment installé la sélection à l'université, une plus grande difficulté pour obtenir nos diplômes. C'est un projet d'enseignement supérieur qui est porté par notamment les libéraux, à la fois de s'ouvrir vers le privé, mais aussi de ne rendre accessible l'enseignement supérieur qu'à une certaine partie de la population, et d'un côté qui a les moyens de payer ses études, et aussi d'accéder à la recherche. Ouais, oui, bien totalement. C'est aussi le sens de notre revendication pour la gratuité de l'enseignement supérieur.
Ouais, en gros, c'est un projet qui est assez bien ficelé, quoi, qui tire ses sources depuis des dizaines d'années, depuis de multiples réformes, comme tu as cité, voilà, LRU, la loi Furaso, etc. En gros, comment dire, pour le patronat, si les étudiants payent leurs études, si ce sont les étudiants qui financent l'enseignement supérieur, c'est jackpot, parce que non seulement tu précarises de plus en plus le travail et tu fais de la pression sur les salaires, etc., pour faire des économies et conserver ton taux de profit, mais en plus, du coup, si les étudiants financent eux-mêmes leurs études, du coup, c'est toute une partie de l'économie qui peut être réappropriée par le patronat, quoi, parce que du coup, c'est un énorme financement où c'est les gens eux-mêmes qui investissent pour leur propre avenir, quoi, et où en gros, tu as ton capital humain et quand tu vas à la fac, bah, t'investis de l'argent pour te former, quoi. Enfin, du coup, c'est totalement un renversement de la réalité, puisque non, au contraire, quand tu vas à l'université, tu vas travailler, quoi. Certes, tu n'as pas un patron au-dessus de toi pour te donner des directives, mais ou un cadre, ou peu importe. Mais tu travailles, quoi, pour te former, pour te qualifier. Et c'est grâce à ce travail que tu deviens ensuite un travailleur ou une travailleuse qualifiée. C'est pas parce que tu as payé un diplôme que tu deviens un travailleur ou une travailleuse qualifiée. Genre la formation, elle se fait pas par magie. Elle se fait parce que y a un travail derrière. Et c'est aussi le sens de notre revendication, étudier, c'est travailler. On dit, voilà, les étudiants et les étudiantes ont une activité qui est nécessaire et utile pour la société, et donc non seulement l'université devrait être gratuite, mais gratuite dans tous les sens du terme, quoi. Du coup, ça veut aussi dire que la société doit engager comment dire, une des priorités qui doivent être posées par la société en termes d'investissement, quoi, pour l'avenir, c'est l'enseignement supérieur. Et aussi la santé, hein, et aussi l'éducation, et aussi la culture, etc. Mais une des priorités, c'est l'enseignement supérieur, pour dire, voilà, on est dans une période de crise historique, on a besoin de générations de travailleurs et de travailleuses qualifiées, formées, en maîtrise de leur travail, à même de transformer la production, de transformer la société. On a besoin y compris parce que l'université, c'est aussi un lieu d'émancipation, donc c'est important si on veut faire évoluer l'humanité vers des lendemains d'émancipation, de liberté, d'égalité. Bah, c'est bien s'il y a un maximum de gens qui accèdent à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, toutes ces formes, hein, ça peut être IUT, ça peut être université. Ça ne correspond pas à un seul type de formation. Mais voilà, on a besoin d'une société où une majorité des travailleurs et travailleuses sont des travailleurs et travailleuses qualifiés pour être en mesure de relever tous les défis qui sont les nôtres. Et du coup, pour ça, on ne peut pas dire que c'est aux étudiants de payer leurs études, puisque déjà, c'est suffisamment galère avec une université gratuite mais non payante. Ne pas avoir avoir des frais d'inscription à genre quelques centaines d'euros. Tu dois quand même payer ton loyer, tu dois quand même... T'as tout un tas de besoins qu'il faut remplir, et donc une grande partie des étudiants est déjà obligée de se salarier. Mais si en plus tu fais payer leurs études aux étudiants, ça ne va pas le faire. Et pourtant, c'est le chemin que prend l'enseignement supérieur, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, avec les dernières réformes, avec la sélection, etc. Ce qu'on voit, c'est dans quelques années la hausse des frais d'inscription pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que lutter contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, bon, déjà c'est important en soi, hein, c'est pas uniquement parce que ça va nous concerner aussi qu'il faut se montrer solidaire de nos camarades de promo issus de pays étrangers. Mais du coup, ça risque aussi de nous tomber sur le coin du nez, quoi. Après la mise en concurrence des établissements et la sélection, forcément, si tu as des universités de prestige et des universités poubelles d'un côté et de l'autre, forcément tu vas faire payer les unes et tu vas dire que tout le monde peut aller dans les autres, quoi. Enfin, c'est un peu vers ça qu'on se dirige, bien sûr, pour faire toujours plus d'économies sur le dos des étudiants, mais aussi pour
voilà, pour avoir une université qui correspond au modèle de société que le patronat veut construire, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est d'une part extrêmement important de se mobiliser en solidarité avec les étudiants étrangers contre la hausse des frais d'inscription, parce que voilà, en soi c'est pas acceptable, quoi. Les étudiants étrangers comme leurs camarades de promo travaillent de la même manière et doivent être accueillis de la même manière à l'université. Mais également, à l'avenir, il faut qu'on soit prêt à lutter contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants en général. Non pas seulement en disant non, on veut pas de frais d'inscription, l'université doit être gratuite, mais disant non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un retournement total là, de la logique. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, on travaille et donc on ne doit pas payer, on doit être rémunéré, quoi, pour nos études. C'est le retournement dialectique qu'il faut faire face au discours totalement absurde que nous sort le patronat. Merci. Peut-être pour conclure ce premier temps, il y a quelques semaines, on a relancé Clarté, donc le journal étudiant. Donc, en gros, quels sont les objectifs de Clarté, notamment faire vivre le débat démocratique à l'université, et voilà. C'est quoi un petit peu le projet Ouais, du coup c'est pas sans lien avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Effectivement, on a relancé le journal Clarté. Bon, pour tous ceux qui sont sur le live, vous pouvez voir le petit logo. Le live est fait sur la chaîne Twitch de Clarté, donc vous n'hésitez pas à aller regarder le site internet clarté-journal.fr. La création de ce journal, elle remonte à très longtemps, hein. Il a été créé pour la première fois par Henri Barbus notamment et Paul Vaillant-Couturier en 1920 ou 22, je sais plus, 20 ou 22 1920. Il a été animé par différents cercles étudiants communistes tout au long de l'histoire. Ça a pu être un journal plutôt local, plutôt national. Donc au tout début, c'était animé par les étudiants communistes de Paris. Puis ça a été recréé à diverses reprises tout au long de l'histoire des étudiants communistes. La période un peu d'apogée de Clarté, ça a été dans les années 80, il me semble, 80, où on a sorti Clarté sous un format un peu plus... genre c'était magazine, quoi, c'était stylé avec du papier brillant et tout, du papier glacé. Voilà, là, si on recrée Clarté, c'est suite à plusieurs recréations, on a supprimé, recréé. Bon, là, on espère que c'est la dernière fois qu'on recrée et que ce journal aura une longue et belle histoire devant lui. On a décidé de le créer sous format numérique et non pas papier parce que, déjà, c'est quand même plutôt rationnel vu l'état du journal papier, quoi. Enfin, aujourd'hui, de la presse écrite, désolée, putain. Voilà. Y compris les étudiants en général, on lit plutôt sur nos smartphones, quoi, les infos. Donc l'objectif avec ce journal numérique, c'est d'avoir un espace de débat, de réflexion, de discussion et tout, où tous les étudiants peuvent participer, écrire sur les mobilisations sociales pour le féminisme, pour l'écologie, contre le racisme, peuvent écrire sur les réformes en cours dans l'enseignement supérieur, qui puissent écrire sur leur formation, y compris, il peut y avoir, je sais pas moi, des étudiants en philo ou des étudiants dans des écoles d'ingé, qui ont des cours et ils ont envie d'y apporter un éclairage marxiste ou en tout cas une alternative aux contenus de cours qui sont aujourd'hui quand même nettement libéraux dans l'enseignement supérieur. Donc du coup d'avoir un autre espace alternatif, mais qui du coup soit entièrement intégré à l'université, quoi. Ce soit pas un truc qu'on puisse faire vivre le débat dans nos promos avec nos camarades de cours, y compris une fonctionnalité qui devrait arriver sous peu sur le journal, c'est de pouvoir imprimer les articles pour aussi pouvoir les distribuer à ses potes, dans un amphi, par exemple, s'il y a un article qui parle, je sais pas moi, du sujet de l'amphi dans lequel qu'on suit, de pouvoir le distribuer un peu à tout le monde, et comme ça, quand les gens verront ensuite des liens Clarté, ils se diront j'ai déjà vu un truc comme ça dans mon amphi, c'était intéressant,
et on clique. Non, voilà, en gros, l'objectif de Clarté, c'est vraiment de faire vivre le débat démocratique à la fac et de donner à chacune la possibilité de s'exprimer sur les grands enjeux de notre époque, avec du coup un regard d'étudiants et d'étudiantes, quoi, vu que c'est non pas seulement à eux que s'adresse le journal, mais aussi eux qui en sont les acteurs et les rédacteurs. Voilà. Et aussi, je précise, l'enjeu aussi de Clarté, vu qu'on a un format numérique, ça permet aussi d'innover un peu en termes de format. Et donc de ne pas se limiter uniquement à des formats vidéo, à des formats écrits, quoi. Mais du coup, si vous qui regardez, si vous êtes intéressé pour faire des podcasts, des vidéos, peu importe, on est tout à fait preneur et on est très friand de ce genre de contenu. Donc on peut totalement imaginer des formes sous forme d'interviews, de podcasts, de vidéos, de visuels, d'albums photos dans les manifs. Si vous prenez des belles photos, si vous pouvez les envoyer. On a déjà fait ça pour la marche, pour le rassemblement devant le tribunal de police le 2 juin, au premier rassemblement antiraciste organisé par le comité Adama. Donc c'est vraiment un espace ouvert à toutes et tous. Aussi des anciens de l'UEC qui sont invités à participer, à écrire des trucs. On a sollicité déjà les premiers et les premières d'entre elles et eux. Des élus, des jeunes communistes, des profs, des chercheurs, des chercheuses. Voilà. C'est un lieu d'émulation, qui doit servir à l'émulation politique, quoi.